Je voudrais tout de suite remettre le prix Françoise Roth, parce que comme on est un petit peu en retard, on va on va gagner un tout petit peu de temps et ça va surtout permettre à l'un des lauréats de pouvoir rentrer aussi. Voilà, alors nous avons eu d'excellents manuscrits, mais qui venaient de niveaux différents. C'est-à-dire on a eu des thèses, mais aussi des mémoires de master. Donc c'était un petit peu difficile à comparer. Donc notre tâche a été compliquée. Il y avait donc des travaux dans des contextes différents. Alors, du coup, comme deux mémoires se détachaient du lot, nous avons pour la première fois attribué deux prix. Le premier à une thèse de second cycle et le deuxième à un mémoire de master. Alors, l'un des deux prix, c'est Johanna Bartet, qui l'a reçu pour son travail sur l'état bucco-dentaire des femmes enceintes et examen bucco-dentaire préventif de l'assurance maladie. Travail issu de l'Université de Bordeaux. Elle n'est malheureusement plus là. Hein. Et le second, enfin, ce n'est pas premier, second prix, hein, ce sont deux prix. C'est le mémoire de Philippine Cause qui parle des soignants en milieu pénitentiaire, l'attractivité par la recherche de sens. Donc, c'est un mémoire de M2 de santé publique qu'elle a fait à l'EHESP de Sciences Po Rennes. Je crois que Philippine est encore là. Voilà, ben venez, Philippine. C'est avec un immense plaisir que la SPBD vous remet ce prix. C'est un prix qui est connu, reconnu, dont vous pouvez bien sûr vous prévaloir dans vos CV. Donc, toutes nos félicitations. Et voilà, donc le prix est assorti d'une compensation financière. Voilà, c'est important. Voilà. Voilà, on va maintenant continuer avec les communications. Donc, je reprends mon programme. Qui est-ce qui présente? Vous présentez tous les deux, Boris et Alexandre. Alors, je suis connue pour le timing. Hein, donc, j'ai normalement une sonnerie et je n'y dérogerai pas pour des raisons d'équité vis-à-vis de tous les communicants et puis pour le moral du public. Alors, la première, c'est Solidan, retour d'expérience, une initiative entre soins dentaires et travail social pour réduire les inégalités de santé bucco-dentaire, donc présentée par Boris Roche et Alexandre Sage de Grenoble. On va tenir le timing, donc le temps que ça s'affiche, je vais conclure avant même de faire la présentation. Pour rebondir sur ce que disait le professeur Hamel, avant que tout le monde parte et que les étudiants qui sont là partent, je pense que c'est fondamental que les étudiants, encore une fois, comprennent. Et donc moi, je suis chirurgien dentiste libéral à Grenoble et Boris, c'est le médiateur sanitaire de Solidan et le coordinateur du projet. C'est très important que les étudiants comprennent qu'effectivement, il faut aussi penser groupe et pas que individu et que le système de santé qui est en effondrement total, on le sait, on est dedans. Il va falloir encore et toujours réinventer des choses et il faut que les étudiants, vous ayez ça à l'esprit. C'est-à-dire que c'est important de faire de la dentisterie, mais pas que pour soi et de penser vraiment groupe et système de santé. On va essayer de faire vite, encore une fois. Vas-y, lance le chrono comme ça, on est dans le timing. Solidan, donc on a créé Solidan en 2015. L'idée, c'était de compenser l'absence de passe dentaire à Grenoble. Madame Droz, peut-être que vous allez pouvoir vous inspirer un petit peu de ce qu'on a fait parce que les constats étaient exactement les mêmes, au fait. Pas de passe dentaire à Grenoble. Pourtant, Monsieur Véran, qui n'était pas encore ministre, mais qui était député de la circonscription, avait essayé. Donc, on a fini par monter une association indépendante avec un objectif de soigner des personnes sans couverture maladie. On a commencé avec exclusivement des dentistes bénévoles, 3 matinées par semaine, ce qui nous a permis de soigner à peu près 350 personnes par an, 1000 consultations par an, ce qui fait qu'après 6 ans, effectivement, on a 2000 personnes soulagées,
des actions de prévention hors les murs. Alors ça portait sur peu de dentistes bénévoles. Encore une fois, c'est difficile de trouver la manne, mais il faut, comme le disait M. Ngouma, trouver des solutions sexy. Et je rebondis 2 secondes sur ce que vous disiez. Au fait, pour des soins spécifiques, il faut des structures spécifiques. Ce qu'on a essayé de monter avec Solidan, c'est vraiment une structure dédiée où on a un espace-temps qui est différent et où on peut prendre les patients en charge spécifiquement grâce à Boris et maintenant à d'autres, puisque cette notion de travail social, de médiation sanitaire est fondamentale si on ne peut pas perdre des patients dans le soin. Sur les constats rapides que l'association a pu faire, c'est qu'en fait, en un mot, les personnes, ce qui nous a posé question, c'est que dans notre territoire, les personnes étaient soignées et prises en charge relativement bien, dans des délais relativement rapides, mais qu'une fois leurs droits recouverts, on n'arrivait pas à les orienter vers le droit commun. Donc de manière contre-intuitive, à Grenoble, quand on était en situation de précarité, mieux valait ne pas avoir de droits et être soigné dans notre structure que d'avoir des droits et de ne pas accéder aux soins avec des ruptures de soins. C'est en gros sur ce constat, sur la difficulté d'avoir du bénévolat, qu'on a décidé de modifier notre projet associatif pour justement continuer à soigner ces personnes en situation de précarité qui étaient victimes et de la saturation du système de santé et des discriminations, dans l'accès aux soins. Pour faire évoluer notre projet, on a réalisé un diagnostic des besoins des territoires. Je reviens très rapidement dessus, mais il y a des choses sur lesquelles c'est peut-être intéressant de rebondir, donc qui ont été évoquées ce matin, notamment l'antibiorésistance. Nous, notre diagnostic a été mené avec les centres de santé de la ville et des centres de santé de quartiers politiques de la ville, où les diagnostics des médecins et des responsables des centres de santé, c'était que les pathologies dentaires étaient uniquement traitées par des prescriptions à rallonge d'antibiotiques et d'antalgiques pendant des années et des années, faute d'accéder à des chirurgiens dentistes, sur un territoire où il y a 0 offre de soins hospitalières et où donc il n'y a pas de soins sous anesthésie générale pour enfants dans tout le département, et où le renoncement aux soins est 8 points supérieur à la moyenne nationale. Et encore une fois, avec tous ces diagnostics et cette absence de structure hospitalière, au fait, nous, notre ambition maintenant, c'est de passer à l'étage 2 de la fusée, c'est-à-dire que les patients qu'on n'arrive pas à réinsérer dans le droit commun, mais qui restent avec plein de marqueurs de précarité, il faut continuer à les accompagner. Donc on a demandé des agréments centre de santé à l'ARS pour devenir un vrai centre de santé, avec la difficulté de porter cette étiquette centre de santé avec tous les écueils qu'il y a eu avec les Dentexia, Dantego et autres. Donc on se bat un petit peu pour dire, nous on va être juste à 180 degrés de ce qui se faisait. Et pas de structure hospitalière à Grenoble, ou en tout cas le service de maxillo fonctionne pas très bien. Notre ambition, c'est d'être un véritable mini-hôpital dentaire, porté aujourd'hui par Solidan, c'est-à-dire par l'association, parce que l'hôpital va trop mal pour être capable de réinventer ce genre de choses. Donc c'est nous, associations, qui allons essayer de porter ça. Philosophie du projet. Donc aujourd'hui, on attaque dans une semaine l'aménagement de 500 mètres carrés au CHU de Grenoble, que le CHU nous met à disposition, pour à terme avoir 6 fauteuils, 6 équivalents temps plein de dentistes, pour continuer à soigner des personnes particulièrement exclues du soin. Donc Géraldine Rosé, ce matin, elle parlait de 2 ans éloignés du soin. Quand on n'avait pas vu de dentiste pendant 2 ans, nous, on est plutôt parti sur 5 ans. Mais c'est surtout qu'on va continuer à fonctionner par prescription, c'est-à-dire que c'est les structures médico-sociales avec lesquelles on travaille qui vont nous faire un pré-filtre et qui vont nous envoyer les personnes qu'elles accompagnent et qu'elles estiment être les plus éloignées du soin, puisque avec les travailleurs sociaux, la prévention, de la diététique et tout ce qu'on va mettre en place, on pourra, on va se spécialiser sur ces personnes vraiment éloignées du soin. Avec une émancipation, on essaye de s'émanciper de tout ce qui est de tarification à l'acte. Donc, on n'a pas le choix aujourd'hui, même les négociations conventionnelles qui vont revenir vont continuer à être dans de la tarification à l'acte. Mais en tout cas, nous, on fait une première étape en disant que nos chirurgiens dentistes salariés seront salariés à 100%, ce qui n'existe pas dans les cabinets, dans les mutuelles, où il y a toujours un pourcentage par rapport au chiffre d'affaires. Nous, on refuse cette course à l'échalote, donc les chirurgiens dentistes, ils soigneront comme il faut soigner, et ils vont pas se dire, si je fais plus de prothèses, j'aurai plus de chiffres à l'arrivée sur mon salaire. Et je laisse Boris enchaîner sur la médiation sanitaire.
Donc les deux piliers de l'association, c'est de faire des soins dentaires techniques de qualité, ça c'est le travail d'Alexandre et des dentistes. Et nous, à notre sens, la plus-value de notre prise en charge, c'est qu'on repose autant sur les soins techniques que sur la médiation sanitaire. C'est-à-dire qu'on se rend compte que les personnes en situation de précarité, souvent, ont face à eux des offres de soins qui sont soit discriminantes, soit pas du tout adaptées aux réalités dans lesquelles elles évoluent. Et nous, du coup, on essaye vraiment d'adapter notre offre à ce que vivent les personnes, de proposer des créneaux, de proposer une prise en charge qui correspond à leurs conditions de vie, à leurs contraintes. Et c'est là où est l'importance de la médiation sanitaire. Donc c'est ce rôle et d'aider les personnes à recouvrir les droits auxquels elles ont besoin. C'est ce rôle de leur expliquer les soins, de prendre le temps, de faire un pas de côté par rapport à l'acte technique et d'expliquer les parcours de soins, et aussi de former les professionnels de santé de la structure aux contraintes vécues par les personnes dans leur vie quotidienne. Nous, la particularité donc de la structure qu'on veut monter, c'est ce qu'a dit Alexandre en un mot, c'est que on a bien conscience qu'ouvrir une offre de santé aujourd'hui, face à un système qui est relativement saturé, surtout dans notre département, ça ne veut pas dire soigner des personnes qui sont forcément éloignées des soins. Nous, on constate sur notre département que des personnes qui ont des situations sociales favorables arrivent quand même toujours à retrouver les soins, là où les personnes en situation de précarité, elles, sont discriminées et n'y arrivent pas. C'est pour ça qu'on met en place ce système de conventionnement avec des structures médico-sociales pour éviter ce biais de créer une offre de soins qui est tout de suite cooptée par les personnes qui ont plus de capital social, économique et culturel, et du coup de réserver une grande partie de nos créneaux de soins à des structures médico-sociales qui accompagnent des personnes en situation d'exclusion et de grande précarité. À l'arrivée, quand on aura fini nos 3 étapes, parce qu'on va monter par palier, parce qu'encore une fois, on est une association. Moi, ma vraie vie, elle est dans mon cabinet libéral. Donc, de passer de 2 salariés à 25 salariés, ça va être un peu compliqué, donc on va le phaser. Mais à l'arrivée, notre objectif, c'est d'avoir 2 ETP en médiation sanitaire, c'est des équivalents temps plein, de pouvoir faire de la prévention et à l'intérieur de nos locaux et hors les murs, de s'adapter aux conditions de vie des patients. Donc ça veut dire qu'on va quand même proposer des créneaux sans rendez-vous, parce qu'il y a des patients même accompagnés par la médiation sanitaire qui ont du mal culturellement à venir. Et c'est pas que culturel, c'est que leurs problématiques du quotidien sont telles que certaines fois, ils ne peuvent pas venir à un rendez-vous. Si nous, on s'adapte pas, on les perd. Et à nouveau, le témoin d'athlétisme, il tombe par terre et le patient ressort du système de son parcours de soins. Donc on s'adaptera là aussi, et c'est par exemple les dentistes bénévoles actuels qui continueront à être dans la structure, qui probablement assureront ces permanences-là. Évidemment qu'on fera beaucoup de reste à charge zéro et qu'accessoirement, ça nous permettra de tourner de manière économique. On aimerait, c'est pour ça que j'avais posé la question à Géraldine Rosé, créer un fonds spécial de prothèses pour les patients AME, parce qu'encore une fois, ce que je vis quand je suis le dentiste bénévole à Solidan, c'est que je suis obligé d'aller demander à Boris, est-ce que le patient que j'ai en ce moment qui n'a pas de couverture maladie, est-ce qu'il va finir par avoir la C2S ou la ME? Parce qu'en fonction, je ne vais pas le soigner pareil. Et ça, pour un soignant, c'est complètement déconnant. Donc, c'est pas possible de devoir adapter la prise en charge uniquement à l'assurance à laquelle il va pouvoir bénéficier. Je rebondis puisqu'il nous reste un tout petit... Bah, vas-y. Ouais. Sur aussi les interventions, j'ai oublié votre prénom, des personnes qui travaillent en EHPAD. Nous, effectivement, c'est des conventions qu'on va mener aussi avec les EHPAD de la ville de Grenoble, avec du département. Quand on dit de faire du dépistage hors les murs, alors là, sur la présentation, il y a écrit bidonville, accueil de jour, mais c'est effectivement aussi les EHPAD, et c'est de se déplacer en fait partout où les gens en fait sont éloignés du soin et vivent des discriminations effectives dans leur parcours de soins, et tout ça, ça en fait partie. Je dis juste un petit mot parce que c'est mon grand dada, mais c'est l'interprétariat. Tout à l'heure, j'ai vu un panneau de la place de Strasbourg où il y avait écrit qu'il y avait des difficultés de communication. Tous les hôpitaux ont des budgets internes. C'est pas souvent communiqué aux soignants, mais avec des interprétariats. Donc, si vous êtes étudiant en stage, si vous êtes professionnel de santé dans les hôpitaux, demandez ces budgets d'interprétariat. Pour le consentement sur une extraction en dentaire, c'est inenvisageable de le faire sans interprète. Et juste avant de faire l'introduction, puisque j'ai commencé par la conclusion, notre souhait, c'est de devenir la maison mère, au fait, justement, d'une structure pour les personnes en situation de précarité en lien avec les travailleurs sociaux et les médiateurs sanitaires. Quand on a monté Solidan,
Et ben voilà, c'est tout. Vous n'aurez pas la fin. Je voudrais remercier Christiane Brun. Je ne sais pas où elle est, mais c'est grâce à elle qu'on est là aujourd'hui. Merci Christiane de nous avoir invités. Et merci à toutes les personnes qui ont œuvré pour cette journée et qui ont donné beaucoup de leur temps pour que ça fonctionne. Merci à tous. Merci beaucoup. Bon courage pour cette initiative. Exemplaire, et on attend avec impatience la suite, bien sûr. Voilà, maintenant c'est au tour, je suppose que c'est Mylène Zint qui présente. Elle va nous présenter un partenariat interhospitalier de prise en charge bucco-dentaire des personnes âgées par les nouvelles technologies, c'est-à-dire téléconsultation et téléexpertise. Merci. Alors, donc je ne suis pas seule aujourd'hui, je suis accompagnée du docteur Farsi qui est praticien hospitalier au sein du centre hospitalier de Rive-de-Seine, et donc nous voilà aujourd'hui pour vous parler un peu de ce qu'on a mis en place. Oui, moi je suis le docteur Zin, on l'a dit, c'est pas grave. Pour vous remettre un peu dans le contexte, donc en fait, notre programme, on va dire, il parle d'un constat qu'on a fait dans nos deux services, c'est que nos services sont saturés. Alors ça, c'est quelque chose qu'on voit déjà depuis un moment parce qu'il y a une difficulté d'accès aux soins dentaires pour les personnes âgées. Et en fait, la crise sanitaire n'a fait qu'aggraver ce constat parce que les déplacements ont été limités, les soins ont été limités aux urgences, et puis il y a eu une augmentation de demande aussi post-crise. Ça, ce sont des éléments qu'on retrouve aussi dans la littérature. À partir de ce constat-là, on s'est posé la question, quelles propositions on pourrait faire pour améliorer cette situation ? Et c'est comme ça qu'on en est arrivé à développer la téléexpertise au sein de l'hôpital Rive-de-Seine et la téléconsultation au sein de l'hôpital Louis Mourier. Alors, les objectifs sont assez communs, même si le déroulement n'est pas exactement pareil. Et donc, je ne vais pas tout vous lire parce que vous savez lire, mais globalement, notre objectif final et commun, c'est d'optimiser la prise en charge des patients âgés en optimisant vraiment cette première consultation. Pareil, tout cet intérêt, en fait, ces intérêts de la télédentisterie, on les retrouve dans la littérature, notamment pour répondre à l'urgence, mais aussi faciliter l'accès aux soins dentaires, finalement éviter les listes d'attente et les trajets inutiles pour ces patients-là. Comment ça se déroule concrètement ? Je donne la parole au docteur Farsi pour d'abord la téléexpertise. Pour la téléexpertise, donc au niveau du centre hospitalier Rive-de-Seine de Courbevoie, depuis avril 2022, nous avons acquis 2 mallettes de téléexpertise financées en partie par le Gérondif, ce qui a donné lieu à un webinaire. Nous avons organisé un webinaire pour informer 19 EHPAD dans notre secteur, pour proposer le projet de téléexpertise. 10 EHPAD ont adhéré au projet, en tout cas pour le moment. Et donc nous avons du coup organiser des séances de formation pour le personnel soignant au sein des EHPAD, désigner une infirmière référente avec les médecins coordonnateurs, mais aussi pour organiser une formation selon un protocole bien défini, bien normé et reproductible dans chaque EHPAD pour l'utilisation de ces mallettes. Le lieu d'analyse ensuite est en différé. La différence avec la téléconsultation qui est en direct, la téléexpertise est asynchrone. La mallette proprement dite est constituée d'une caméra, d'un petit PC avec un logiciel intégré. La caméra peut capturer des images et des vidéos, très facile à utiliser. L'infirmière référente l'utilise dans la chambre du résident, sans le perturber dans son environnement. Ce n'est pas un geste invasif, pas pénible pour le personnel soignant. Ce n'est pas vraiment une charge de travail supplémentaire. Elle prend des images ou des vidéos qui sont systématiquement enregistrées dans le logiciel. Voici le type d'images qu'on peut obtenir, qui sont ensuite enregistrées sur la plateforme Ortif pour sécuriser les données. Il s'agit quand même de données personnelles. Ensuite, moi, en différé, je me connecte sur Ortif et je prends connaissance du dossier du patient, aussi bien au niveau médical, de tout son contexte médical, mais aussi je prends connaissance des commentaires de l'infirmière et je peux ensuite éventuellement proposer une ébauche de plan de traitement, de mise en place de rendez-vous, prémédication en amont d'un premier rendez-vous. Tout ceci, c'est pour aller dans le sens d'optimiser aussi bien la première séance de rendez-vous, réduire la fatigue du résident et les coûts, éventuellement des transports inutiles, comme ça peut arriver souvent. Voilà.
Pour la téléconsultation, donc on arrive à la même finalité avec un déroulement un tout petit peu plus différent. Nous, on l'a mis en place depuis septembre 2021. Donc, le lieu d'examen, c'est soit au domicile du patient, soit dans l'EHPAD. Et on analyse, on va dire, les images au sein du service. Et là, à la différence de la téléexpertise, c'est que on est synchrone. En fait, c'est vraiment une consultation en direct avec le patient. Donc, la première étape, évidemment, c'est la prise de rendez-vous qui peut être faite soit via Doctolib, soit un appel directement au secrétariat. Le patient, ou en tout cas l'aidant, reçoit ce type de message de rappel avec des liens pour se connecter directement via la plateforme Hortif. On a besoin à ce moment-là de soit un ordinateur, soit un téléphone, soit une tablette qui a à la fois une connexion Internet et à la fois une caméra. On se retrouve dans ce genre d'image lors de la téléconsultation. Alors oui, c'est pas une personne âgée, c'est notre étudiante. Donc, à la différence de la téléexpertise, on n'a pas de caméra intraorale, et là, c'est une caméra classique qui, du coup, nous envoie des images beaucoup moins précises de la bouche, mais par contre, qui nous permet d'avoir une discussion directe à la fois avec le patient, et puis le plus souvent avec la personne aidante, qui est soit un membre de la famille, soit une infirmière, soit parfois même un médecin en cas d'urgence. À la fin de la téléconsultation, on a la possibilité de remplir le télédossier. Et là, alors comme la téléexpertise, en fait, l'idée c'est de rédiger le compte-rendu, de faire une première ébauche du plan de traitement, de rédiger éventuellement une ordonnance, soit pour répondre à l'urgence, soit en prémédication, pour vraiment optimiser notre premier rendez-vous le jour J en réel, on va dire. Et évidemment, bien sûr, planifier le premier rendez-vous dans le service. Donc, en bilan, c'est vrai qu'on n'a pas encore énormément de recul sur nos deux programmes, mais tout de même, on a pas mal de points positifs qui en ressortent. On réussit vraiment à optimiser cette première séance parce que l'idée, c'est que le jour où on voit vraiment en personne notre patient, on a déjà tout son dossier, tout le côté administratif avec parfois le tuteur, le curateur, où ça peut être un peu galère. Les prémédications sont faites, on sait ce qu'on doit faire, et puis lui, il est moins fatigué en fait à se déplacer pour une séance entre guillemets inutile où on ne fera rien vraiment au fauteuil. Donc le patient âgé, ça lui permet d'économiser un peu sa fatigue, et puis il y a aussi une économie d'un point de vue financier avec les transports médicaux. Il y a quelques freins limites, alors je ne vais pas reprendre tous les points, mais principalement, notre première limite, c'est vraiment d'avoir une adhésion de la direction des EHPAD. Alors, le côté vraiment soignant, médecin, ils comprennent tout de suite l'utilité. Et après, pour la mise en place vraiment concrète, là, c'est un peu plus difficile. Il faut fixer les rendez-vous, il faut trouver quelqu'un de disponible. Et ça nous fait arriver au deuxième point où, on le sait tous, on l'entend beaucoup, les personnels auprès des résidents des EHPAD sont surchargés de travail, et donc parfois c'est un peu compliqué de dégager un peu de temps pour nous, les dentistes. Et enfin, dernier point, c'est que pour l'instant, on n'est pas autorisé, c'est pas pris en charge par l'assurance maladie. Donc il y a plusieurs professionnels de santé qui sont autorisés à facturer ça. Et pourtant, pas nous encore, en tout cas. Et pourtant, quand on voit cet extrait de la HAS qui date de mai 2021, on est cité parmi les soignants qui peuvent normalement faire une téléconsultation. Alors, pour reprendre un peu cette chronologie de la prise en charge financière, la téléconsultation, ça a été mis en place en 2018, téléexpertise 2019. Il y a eu une mesure dérogatoire pour nous, les chirurgiens dentistes, pendant la période Covid. Et pour l'instant, c'est un peu le flou artistique, mais il y a un espoir. Là, c'est un petit extrait qui date de novembre de la lettre de l'Ordre national des chirurgiens dentistes, donc qui vient de paraître. Et il semblerait que le ministre de la Santé a prêté une oreille attentive aux enjeux de la téléconsultation, mais en tout cas, dans un premier temps, ce sera surtout pour les patients qui ont des difficultés à se déplacer, soit surtout les résidents en EHPAD, les personnes en situation de handicap et les détenus des établissements pénitentiaires. Donc, on garde espoir, ça va arriver. En conclusion, nous, on est assez persuadés de ces nouvelles technologies pour vraiment nous permettre de renforcer les actions de prévention tout en permettant une promotion d'une dynamique d'accès aux soins.
Et puis, on a quelques idées d'amélioration future et de projets. Notamment, on en parle beaucoup depuis tout à l'heure, mais en misant un peu sur les étudiants, en les formant à cette e-santé et en leur permettant d'intégrer ces nouvelles technologies vraiment dans les outils thérapeutiques futurs. Et puis, il y a le deuxième pôle, on va dire, où on essaye vraiment une appropriation de ces outils par le personnel des établissements médico-sociaux, éventuellement une nomination des référents à l'hygiène et enfin une sensibilisation des aidants. Merci beaucoup. C'est bon. Merci beaucoup pour ce retour d'expérience. À suivre lui aussi, en espérant que la Sécu rembourse cette téléconsultation. Voilà, nous allons maintenant demander, je crois que c'est en ligne, voilà, pour monsieur, alors je crois que c'est Abou Draman Sangaré en ligne, je ne sais pas s'il est là, qui va nous parler stratégie santé et engagement communautaire, une approche innovante pour la prise en charge de la santé bucco-dentaire des populations en milieu rural ivoirien. C'est aussi à nos territoires, puisque nous avons régulièrement nos collègues ivoiriens qui assistent ou de près ou de loin à nos journées. Bon, il est enregistré, je crois. Comme ce matin, Teams est encore capricieux et donc je viens de la voir en Teams, mais ça coupe à tout moment. Donc par sécurité, nous avez envoyé une vidéo, donc je vais vous diffuser la vidéo pour pas qu'ils soient interrompus en cours de route. Modératrice de cette session, de nous donner la parole. Chers participants à la 22e journée de santé publique dentaire, permettez-moi, avant de prononcer cette communication, d'adresser mes remerciements au comité scientifique pour avoir retenu notre communication parmi les communications orales de cette 22e journée, mais surtout traduire toute ma gratitude au comité d'organisation pour toutes les facilités qui nous ont été accordées afin que nous puissions participer en ligne, à distance donc, à cette 22e journée. Cette journée qui aborde une thématique importante, à savoir santé orale territoriale, où en sommes-nous? C'est vrai, c'est avec regret que je ne suis pas avec vous en Nancy, car j'aurais aimé être là physiquement, mais je suis très heureux, par contre, de participer effectivement à travers les moyens qui ont été mis à notre disposition par le comité scientifique pour cette 22e, par le comité d'organisation, pour participer à cette 22e journée. Merci à tous. La communication que nous avons l'honneur de vous présenter a pour titre « Stratégie, santé et engagement communautaire, une approche innovante pour la prise en charge de la santé bucco-dentaire des populations en milieu rural ivoirien ». Nous sommes le maître de conférence agrégé Sangaré Abdraman. Nous sommes à l'UFR d'odontostomatologie d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Dans notre communication, nous adopterons le plan suivant. Après l'introduction, nous verrons les méthodes utilisées, puis les résultats seront présentés et suivis de commentaires avant de conclure. En introduction, nous retiendrons que les maladies bucco-dentaires constituent un problème de santé publique en raison de leur poids et de leur impact sur la société. Elles touchent plus de personnes dans le monde que toutes les maladies non transmissibles. En 2019, ce sont plus de 3,5 milliards de personnes qui souffraient d'affections bucco-dentaires dans le monde et la carie dentaire était l'affection la plus répandue. En Afrique, la prise en charge des problèmes bucco-dentaires, des maladies bucco-dentaires, demeure problématique dans de nombreux pays en raison de l'insuffisance et ou de la mauvaise répartition de l'offre de soins bucco-dentaires, de la faible perception de la gravité des affections bucco-dentaires, mais aussi de l'obstacle financier lié à l'accès aux soins bucco-dentaires. Ce qui fait que près de 90% des affections bucco-dentaires ne sont pas traitées. En Côte d'Ivoire,
la situation est également préoccupante, surtout en milieu rural, en raison de l'absence d'infrastructures socio-sanitaires de base, ce qui fait qu'on observe une forte prévalence de la carie dentaire, la présence de tartres et de plaques et des besoins en soins prothétiques importants au sein de la population. Pourtant, depuis 1978, avec la conférence d'Alma-Ata, la recherche de l'équité en santé est préconisée. Et cette recherche de l'équité commande la prise en compte des besoins en soins bucco-dentaires de l'ensemble des populations par une approche réaliste. Et récemment, lors de la conférence d'Astada en 2018, ces soins de santé primaires ont été mis au goût du jour. Il a été recommandé de redynamiser donc les soins de santé primaires en les intégrant dans des stratégies de développement durable. L'approche dont nous nous faisons l'écho aujourd'hui s'inscrit dans cette dynamique. Il s'agit de la santé et de l'engagement communautaire. Comment est-elle mise en œuvre? Que peut-elle apporter concrètement à la prise en charge de la santé bucco-dentaire des populations en milieu rural? C'est l'objet de cette étude qui a pour objectif de montrer l'apport de la stratégie santé et engagement communautaire dans la prise en charge des problèmes de santé bucco-dentaire des populations en milieu rural en Côte d'Ivoire. Nous avons donc mené une étude transversale qui en réalité est un partage d'expérience qui s'inscrit dans la logique de l'action sanitaire par la recherche et l'action, en empruntant l'approche quantitative et qualitative. Notre cadre d'intervention se situe au niveau de 2 districts sanitaires avec 4 communautés, les districts sanitaires d'Alébé et de Tiakoum. Et les populations de l'étude étaient le personnel de santé, les relais communautaires et les habitants des villages. La stratégie santé et engagement communautaire préconise l'autonomisation des communautés et l'appropriation des actions de développement. La santé étant un préalable à tout développement, il faut une population en bonne santé pour promouvoir le développement. Et chaque peuple aspirant au développement, il faut s'investir d'abord au niveau de la santé. Et cette stratégie comporte 6 étapes. 1. La sensibilisation. 2. La mobilisation. 3. Le diagnostic communautaire. 4. L'analyse situationnelle. 5. La formation des comités SEC et des agents de santé et engagement communautaire. Et enfin 6. Les activités de développement et de promotion de la santé avec les activités génératrices de revenus et pour la santé, tout ce qui va concourir au bien-être de la population, notamment les mesures sur l'amélioration de l'hygiène. Pour l'étape 1, la sensibilisation, il s'agit d'enseigner aux populations la prise en compte de l'aspect holistique des problèmes de santé. Donc une prise en charge holistique des problèmes de santé, intégrale, globale, et aussi informer les populations sur le projet qui était mis en œuvre par un séminaire de vision. Et les cibles étaient les autorités sanitaires, les leaders communautaires et les notables, et les communautés villageoises. Les acquis, c'est que la thématique de santé bucco-dentaire, qui n'était pas présente dans ce milieu, a été évoquée. Et il a été mis en place un cadre de collaboration avec les équipes cadres de district, qui sont les équipes des autorités sanitaires, en intégration avec les acteurs du projet. Et également, il s'est agi d'obtenir l'adhésion des communautés pour la mise en œuvre de ce projet. Pour l'étape 2, la mobilisation, il s'est agi d'un partage de vision de l'approche santé et engagement communautaire. Montrer l'importance de la santé et le lien intrinsèque entre santé et développement. Cela s'est fait par des jeux de rôle, notamment le jeu de rôle sur la traversée de la rivière,
qui montrait l'importance à la population de se prendre elle-même en charge. Et ceci a été mené aussi pour entrevoir une meilleure compréhension de l'importance de la prévention des maladies. Comme acquis, la population a été sensibilisée à la recherche de solutions endogènes face aux problèmes de santé et il y a eu une prise de conscience de la communauté pour mettre en œuvre son propre développement en s'appuyant sur les ressources locales. L'étape 3 a consisté à un diagnostic communautaire. Il fallait ensemble identifier les problèmes au sein de la population. Nous nous sommes appuyés sur 3 groupes qui ont fait l'objet d'un brainstorming: les femmes, les jeunes, les notables et les chefs. Nous avons donc identifié les principaux problèmes qui concernent la santé, l'éducation, l'emploi et la solidarité. Et nous avons acquis l'intérêt des populations pour une approche intégrée qui devait prendre en compte tous les aspects liés au développement de la localité. Le projet 4, l'étape 4, était le projet Sémence, avec des consultations foraines à partir d'une analyse situationnelle qui permettait de capter l'attention des communautés et obtenir une large adhésion des populations. Nous avons fait donc l'état des lieux sur la situation sanitaire générale par des consultations foraines bucco-dentaires, ce qui a permis de montrer par exemple que 90% des populations n'avaient jamais consulté un chirurgien dentiste. Et c'était l'occasion pour eux de rencontrer un professionnel de la santé bucco-dentaire et d'avoir la bonne information pour la prise en charge des problèmes de santé. Il s'est agi également du recueil de données dans les régimes de consultation curative pour prendre en compte les cas de santé bucco-dentaire, des problèmes de santé bucco-dentaire qui n'étaient pas traités mais étaient par contre notifiés. Et aussi, lors des enquêtes en ménage, il a été perçu des besoins en soins bucco-dentaires importants au niveau des populations. L'étape 5 a consisté, sur la base de cette analyse situationnelle, à la formation des agents de santé pour adresser les problèmes qui avaient été relevés. Nous avons donc procédé au renforcement des capacités du comité santé et engagement communautaire en matière d'éducation et d'hygiène à la santé bucco-dentaire. Il a été procédé au renforcement des capacités du personnel de santé bucco-dentaire qui se situe à la périphérie de la pyramide sanitaire et n'est pas outillé dans la prise en charge des affections bucco-dentaires. Il s'est agi également de la formation aux visites à domicile et de promotion et de prévention à l'hygiène bucco-dentaire. Pour l'étape 6, il s'agissait de toucher les problèmes de développement, étant entendu que l'obstacle qui se dressait souvent pour accéder aux soins était d'ordre financier. Il faut donc aider la population à être autonome. Alors, il faut les aider aussi en commençant par l'alphabétisation. Il s'agit donc de l'alphabétisation et la dotation en équipement et matériel éducatif, et aussi la recherche de l'autonomisation des communautés par la formation à la micro-entreprise et à l'instauration de l'agriculture biologique, plus profitable à la santé des populations. Et aussi par la mise en place d'une caisse de solidarité pour prendre en compte les besoins de santé des populations. Au total, nous pouvons retenir que l'approche stratégie santé et engagement communautaire est une approche pratique pour promouvoir la santé bucco-dentaire, surtout en zone rurale. Elle s'appuie sur les ressources locales. Elle permet de combler les insuffisances des pouvoirs publics dans la prise en charge de la santé bucco-dentaire des populations par l'autodétermination et l'autoresponsabilité des communautés. La recherche de l'autonomisation est le gage de la réussite et de la pérennité de ce modèle pour une viabilité économique. Il s'agit en réalité, par cette approche, d'une mise en œuvre pratique des soins de santé primaires par la mise à disposition d'un paquet minimum d'activités bucco-dentaires. Madame la présidente de session, chers participants, nous vous remercions. Je ne sais pas s'il est en ligne, mais en tout cas, merci pour cette présentation où vous voyez, finalement, on se repose sur des initiatives locales et puis on les étendra si ça va. Ils n'attendent pas non plus toujours tout du gouvernement.
Alors, nous allons maintenant écouter Stéphanie Jaguer avec Ferdinand Vatrin ou seul, qui va nous parler de la mise en place d'un parcours de soins coordonné dédié aux nourrissons présentant un frein lingual court au sein du CHRU de Nancy. Bonjour à tous, merci Madame la Présidente. Je me présente donc Stéphanie Jaguer, je suis chirurgien dentiste et responsable du département d'odontologie pédiatrique ici même à la faculté d'odontologie de Lorraine. Je vous remercie de me permettre aujourd'hui de vous présenter la mise en place de ce parcours de soins. Alors, pour commencer très brièvement, de quoi parlons-nous ? Le frein lingual, c'est une fine membrane qui relie la langue au plancher de bouche. Et trop court, il peut être à l'origine de différentes difficultés au cours de la vie. Et ces difficultés peuvent commencer lors de l'alimentation des nourrissons, principalement en cas d'allaitement maternel. On constate en effet une incidence accrue des difficultés d'allaitement en cas de frein lingual court, mais les problèmes peuvent également survenir en cas d'alimentation au biberon. Alors, face à ces difficultés, au cours de l'alimentation, la frénotomie linguale du nourrisson est un acte simple, rapide, qui consiste en la section du frein, réalisée principalement chez le nourrisson avant 4 à 6 mois, lorsque le frein n'est encore qu'une fine membrane. Alors, pourquoi nous a-t-il semblé nécessaire de créer un parcours de soins dédié au CHRU de Nancy pour ces tout petits patients ? Pendant de nombreuses années, les sages-femmes finalement observaient systématiquement le frein de langue du nourrisson à la naissance et le sectionnaient si cela s'avérait nécessaire. Mais cette pratique, qui est en dehors de leur champ de compétences, a disparu progressivement. Et finalement, le frein de langue court a été peu à peu oublié, laissant les parents face à de grandes difficultés pour trouver un praticien acceptant de réaliser cet acte, surtout lorsqu'il n'est pas réalisé par le pédiatre dès la naissance. Alors que peu de personnes semblaient s'intéresser à cette pratique pendant très longtemps, en début d'année 2022, nous avons pu voir un peu partout des articles alarmants sur le sujet. L'émission Grand Public Les Maternelles, BFM TV, France Inter, tous semblent s'être affolés en même temps et ont voulu alerter sur cette pratique. Alors, que s'est-il passé ? Tout cela vient de ce communiqué publié par l'Association française de pédiatrie et co-signé, comme vous pouvez le voir, par de nombreuses sociétés. Communiqué qui a été mal interprété, comme souvent, par les médias, puisqu'en fait, l'objectif était juste de recadrer des pratiques et d'éviter les dérives constatées à l'étranger et qui commencent à arriver en France, en s'appuyant, évidemment, sur des données scientifiquement validées. De quels excès parlons-nous ? Au cours de la dernière décennie, on a constaté une croissance fulgurante des diagnostics de freins dits restrictifs, et tout particulièrement chez les bébés allaités, avec de fait une augmentation croissante de demandes d'intervention, évidemment à des tarifs parfois exorbitants. Pourquoi cette augmentation ? On peut s'interroger. On trouve en ligne des formations ouvertes à tous, des articles, des blogs par centaines, des pseudo-bénéfices sans assise scientifique, et puis finalement un business, en quelque sorte, attractif, puisqu'on est face à des parents, bien évidemment, prêts à tout pour le bien-être de leurs tout-petits. Il nous semblait donc très important de réussir à instaurer un parcours de soins dédié, pluriprofessionnel, pour ne pas surtraiter, certes, mais ne pas laisser non plus des nourrissons en difficulté sans possibilité de prise en charge. Donc, dans le cadre des missions du CLAN, le Comité Liaison Alimentation-Nutrition, qui est une sous-commission de la CME étant la Commission médicale d'établissement du CHRU de Nancy, on a souhaité monter un groupe de travail regroupant des sages-femmes, kinésithérapeutes, puéricultrices, pédodontistes, orthodontistes, avec des réunions approximativement tous les 2 mois. Et on a pu effectivement constater que oui, des bénéfices immédiats sont évidents suite à la section du frein du nourrisson, une facilitation à l'alimentation, une diminution des douleurs à l'allaitement, un bien-être augmenté pour la mère, l'enfant, une confiance augmentée pour la mère, et c'est déjà énorme pour le tout petit, mais non l'évitement de soucis ultérieurs et des améliorations à moyen, voire long terme, qui sont vendues sur Internet et par les différentes formations. Ça, c'est totalement faux, en tout cas pas scientifiquement avéré. On s'est donc dit, il faut absolument que l'on reste honnête avec nos patients. On va leur présenter les avantages d'un tel acte, mais également ses limites, et il faut
absolument empêcher la généralisation de la section du frein de langue à la naissance et laisser le choix aux parents de réaliser l'acte ou non. Et c'était là l'objectif de ce parcours de soins. Avec une première étape qui consiste en un préalable obligatoire auprès d'une référente en lactation. Il y a des difficultés à l'allaitement, très bien, voyez quelqu'un de spécialisé dans le domaine. Il faut une observation attentive de la dyade mère-enfant, un soutien accru à l'allaitement, parfois un peu de temps pour mettre les choses en place, éliminer les autres difficultés qui pourraient expliquer ces difficultés d'allaitement. Et puis, le rôle du pédiatre est important lorsque ces difficultés sont liées à la prise du biberon. On va avoir une première évaluation fonctionnelle, anatomique de la langue. Et ensuite, notre deuxième étape va être auprès d'un praticien spécialisé. Alors, spécialisé dans la sphère orale, oui, mais également dans la prise en charge du tout petit, puisque là, on s'adresse, comme on l'a dit, à des enfants qui ont moins de 6 mois. On va avoir confirmation ou non de la nécessité de réaliser cet acte, ainsi que de la possibilité technique de réalisation de cet acte, puisque des contre-indications existent. Et une fois que tout ça va être mis en place, alors oui, pourquoi ce parcours? Eh bien parce que une fois que la référente en lactation a vu l'enfant et a dépisté un frein court, il faut qu'elle puisse savoir vers qui adresser le patient et vers qui l'adresser facilement, puisque malheureusement, encore actuellement, on a des parents qui font des kilomètres et des kilomètres, qui vont au Luxembourg, à Dijon, à Paris, avec des tarifs qui sont évidemment très élevés, pour réaliser quoi? Pour réaliser un acte qui est finalement très simple. On ne va pas rentrer dans les détails techniques aujourd'hui, mais c'est rapide, c'est simple, il n'y a pas de difficulté particulière, donc il n'y a pas lieu d'aller faire 300 km. Et puis, on va pouvoir aussi proposer des conseils scientifiquement validés, puisque finalement, la seule recommandation à donner, c'est de faire téter régulièrement l'enfant pour permettre une mise en fonction de la langue, et non pas, comme on peut le lire un peu partout sur Internet, de mettre en place des massages, des étirements qui ne sont pas du tout agréables pour l'enfant et qui peuvent par la suite créer d'autres difficultés. Et puis ne pas oublier l'étape 3, qui est le retour auprès de la référente en lactation, pour essayer de remettre les choses en place et de planifier le nombre de séances nécessaires, même si parfois une seule séance suffit, et c'est très bien, puisque les choses se sont remises naturellement dans l'ordre. Alors pour faciliter la communication et faire connaître notre parcours, nous avons réalisé ces brochures. L'une à destination des parents, qui est distribuée à la maternité lorsqu'il y a suspicion de frein lingual court ou lorsque les parents sont inquiets, et qui est également remise dans le service dentaire au cours du premier rendez-vous, puisqu'elle reprend le parcours et les différents conseils à avoir. Et puis l'une à destination des professionnels, avec une mise à disposition sous format papier et numérique, et elle est accompagnée de séances d'information à destination des professionnels de santé, sachant qu'en parallèle, eh bien, en formation initiale, on forme nos étudiants à cette pratique pour permettre, comme vous l'avez dit tout au long de la journée, d'avoir de plus en plus de praticiens et éviter de compliquer les déplacements des patients. Alors finalement, nous avons pu constater qu'en créant ce petit parcours de soins dédié, eh bien, on a pu faire un point pluriprofessionnel sur la question, et ça, c'était très intéressant de ne pas rester uniquement cantonné à notre point de vue dentaire. On a ainsi pu proposer aux parents des informations scientifiquement validées, proposer une sensibilisation des professionnels de santé, et puis ça nous a également permis de nous regrouper, de savoir où et à qui adresser les patients. Parce que si les risques de pratiques excessives ont été largement décrites dans les médias, eh bien le risque de refus de prise en charge d'un petit patient en attente de soins est également une réalité. Et c'est là tout l'intérêt finalement de ce parcours de soins. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Donc c'est Jager, pas Jager, hein. Voilà, l'Alsacienne ou la Lorraine. À l'habitude, mais j'ai entendu. Voilà, merci pour ça. Merci à tous d'être encore là. Si vous avez des questions, c'est maintenant pour l'un ou l'autre de nos orateurs. Non. Alors, je les remercie chaleureusement pour cette contribution. C'était des expériences intéressantes, originales, différentes.
et toujours des initiatives finalement enthousiastes et qui ont abouti, dont certaines, on va attendre bien sûr les résultats dans les années qui suivent. Et je vous remercie beaucoup d'être venus aussi nombreux aujourd'hui. Merci à tout ce comité d'organisation. Merci aux Nancéens. Le travail était énorme, mais réussi. Merci à Alexandre qui s'est démené toute la journée. Je dois dire, il mérite vraiment, vraiment, vraiment des applaudissements parce que je crois qu'il n'a pas arrêté une minute de soutenir tout le travail de cette journée. Voilà, et puis à Christiane, bien sûr, qui est là-bas, qui s'est occupée de toutes les inscriptions et qui a collaboré. Et Céline. Voilà. Voilà, comme d'habitude, on est meilleur à plusieurs. Bonne soirée.